Dans la saison 1 de mon challenge Lisons des autrices classiques de SFFF, en 2018, j'ai réussi à surmonter toutes les épreuves, que ce soit la trahison des tomaisons françaises des intégrales complètement absurdes, ou la tentation des emprunts bibliothèques qu'il faut rendre sous 3 semaines, ou encore le démon de la procrastination. Je les ai tous vaincus et j'ai réussi à affronter et à gagner mon challenge. Mais y parviendrai-je pour la saison 2 en 2019 ? Bonjour tout le monde, c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai fini l'année 2018 avec les lectures que j'ai faites et que je vous ai présentées dans la dernière vidéo. Donc je me suis dit que j'allais recommencer en 2019, mais en changeant un petit peu les règles. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en 2018, j'ai, en plus de mes lectures, gratté un peu le sujet du matrimoine littéraire, principalement en science-fiction parce que c'est le sujet qui m'intéressait le plus, et on a souvent ce cliché de il n'y avait pas de femmes au XXe siècle qui ont écrit de la science-fiction. En fait, on est un petit peu dans le cas de Marie Curie, c'est-à-dire que les femmes scientifiques, il y a Marie Curie, et après, est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être pas. Marie Curie fait figure d'exception, et c'est exactement pareil en SF, on cite toujours Ursula Le Guin, parfois Marie Shelley, et encore, et on a l'impression qu'il n'y en a pas eu d'autres, que ça a vraiment été une exception au XXe siècle, alors que c'est pas du tout le cas. Et bon, disons que c'est un sujet sur lequel j'ai râlé à quelques reprises sur Twitter, si jamais vous me suivez là-bas, mais ça m'a permis quand même de découvrir des autrices qui ont l'air super intéressantes. Mais c'est pas celle-là dont je veux vous parler aujourd'hui, parce que j'ai découvert un autre sujet sur lequel j'ai envie d'aller gratter, parce que là, j'ai quand même eu beaucoup de mal à trouver des trucs, c'est-à-dire les autrices non blanches, parce que beaucoup d'autrices que j'ai trouvées au XXe siècle sont des autrices blanches, et alors, dès qu'on arrive dans les autrices noires, ou asiatiques, ou sud-américaines, ou arabes, là... D'ailleurs, si vous avez des noms, à part le point Octavia Butler, je veux bien, parce que je trouve pas. Honnêtement, je trouve pas. Et je pense que c'est parce qu'il doit y avoir des ressources qui sont pas disponibles, parce que ça m'étonnerait quand même que... voilà, il n'y ait que des femmes blanches qui écrivent sur de la science-fiction ou de la fantasy au XXe siècle. C'est bizarre. Le premier livre dont je vous ai parlé, bizarrement j'en ai assez peu entendu parler sur le booktube francophone, mais c'est quand même le Paper Palace, donc il y a une chaîne francophone, qui m'a donné envie de le découvrir. Il s'agit de la 5e saison de N.K. Jemisin, et je l'ai commencé d'ailleurs dès le 1er janvier parce que j'avais trop envie, et oui j'avance très doucement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, un peu de contexte parce que ça me semble intéressant, c'est quand même une trilogie qui a réussi le triplé des Hugo, ça n'arrive pas tous les jours, c'est-à-dire que le tome 1, 2 et 3 ont reçu le prix du meilleur roman 3 années de suite, du coup, au prix Hugo, qui est donc un des principaux prix de SF aux États-Unis, dont le premier tome, donc, qui a reçu ce prix Hugo en 2016, il faut savoir que c'est le premier prix Hugo pour un meilleur roman décerné à une femme noire. En 2016! Ce monde n'est-il pas merveilleux? Non, Octavia Butler ne l'avait jamais eu. Octavia Butler l'avait eu pour des nouvelles, mais jamais pour des romans. N.K. Jemisin est elle-même une personne très intéressante et aussi extrêmement vénère. On va pas se mentir, ça se ressent beaucoup dans ses discours, je trouve, le fait qu'elle est en colère contre le monde aujourd'hui et qui ne fonctionne pas comme il devrait, c'est-à-dire que, effectivement, on est en 2019, le racisme, le sexisme et l'homophobie ont encore de beaux jours devant eux, malheureusement, et c'est pas le genre de femme à mettre ça sous le tapis, à faire des jolis sourires pour faire plaisir à tout le monde et de mettre personne mal à l'aise. Je vous laisse quelques articles en barre d'infos sur tout ça, c'est assez intéressant, et ça se ressent dans son œuvre, je trouve. Alors, donc, la 5e saison, déjà, autant vous dire tout de suite que je kiffe, pour le moment j'en suis au premier tiers, et j'adore, tout simplement. On est dans un univers à la frontière entre la SF et la fantasy, puisqu'on a un monde post-apocalyptique avec des satellites qui se baladent dans le ciel quand même, et une civilisation qui est réduite à être beaucoup centrée, organisée autour de la survie, puisque c'est un continent qui est régulièrement ravagé par des séismes complètement destructeurs. Et il y a une caste de personnes qui s'appellent les orogènes, qui contrôlent les séismes, enfin qui sont capables de contrôler les séismes, soit pour les calmer, soit pour les déclencher.
Donc vous imaginez bien qu'ils ont un rôle assez particulier dans cette société, et par particulier, si vous voyez les mages dans Dragon Age, voilà, Jamieson a dit qu'elle s'était probablement inspirée inconsciemment de ce concept, c'est-à-dire qu'ils sont complètement opprimés, réduits en esclavage par la société, et c'est vraiment pas cool. Pour ce que j'en ai lu, je trouve qu'on voit bien l'influence de Butler. Jamieson le dit d'ailleurs en interview, elle a lu Butler quand elle était plus jeune, et elle a aimé la noirceur en fait des histoires de Butler qui sont pas spécialement positives, mais on en parlera juste après. Et clairement, elle a mis ça dans son roman, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça va s'améliorer, mais pour le moment, c'est le désespoir le plus complet, et c'est pour ça que j'avance doucement, c'est parce que toutes les 15 pages, il y a une scène traumatisante, et je dois m'arrêter pour faire une pause, aller faire un câlin à un chat, et regarder des vidéos mignonnes sur internet. Donc bon, autant vous dire que si vous cherchez un titre feel good, c'est pas du tout ce qu'il vous faut, là c'est un titre feel bad, mais c'est extrêmement poignant, enfin moi, ça m'a pris les tripes, et ça me les a retournées comme un gant, et je suis complètement accro, ça m'obsède au boulot, j'arrête pas d'y penser, donc je ne peux que vous le recommander là où j'en suis, et j'ai très hâte de le finir, et je pense que je risque d'enchaîner sur la suite, ce qui me ferait déjà échouer mon challenge de ne pas acheter de livres, mais vraiment c'est très bon, j'espère que mes autres lectures seront aussi bien. Puisqu'on parlait d'Octavia Butler dans les influences de N.K. Jemisin, bien sûr que je vais lire Butler en 2019. Si je veux découvrir des autrices noires de SF, je vais dire je peux pas passer à côté, c'est clair. Alors là, il s'agit d'une vieille édition de la Parabole du Summer que j'ai trouvée aux Imaginales d'occasion, parce que il faut bien avouer que la disponibilité des œuvres de Butler en français, je crois que le mot c'est scandaleux, en vrai. S'il y a des éditeurs de SF qui me regardent, je sais pas, faites quelque chose. Il y a sa trilogie Xenogenesis n'a jamais été traduite, jamais, du tout, que dalle. Pourquoi? Enfin non, je sais pourquoi, hein, on sait tous pourquoi. Pourtant, Octavia Butler, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué l'histoire de la science-fiction, surtout aux États-Unis, puisqu'elle y a reçu le prix de la Fondation MacArthur, qui est un prix généraliste et très prestigieux, qui l'a fait connaître vraiment du grand public au sens large. Pas juste du public de science-fiction, pas juste du fandom qu'on peut considérer comme un public de niche. Non, vraiment, elle était connue au niveau national, et voilà, c'était une des grandes figures de la littérature du XXe siècle. Point. Je vais lire la Parabole du Summer, qui est une histoire... Alors, à la base, ça devait être une trilogie, ou plusieurs tomes en tout cas, qui parlait de l'installation de l'humanité dans l'espace et de la colonisation de plusieurs planètes et comment chaque société évoluait en gros. Est-ce qu'il y avait des sociétés qui arrivaient à s'en sortir et à pas créer une société complètement oppressive et nocive, parce que oui, Octavia Butler n'était pas quelqu'un de super optimiste. Du coup, en fait, elle a jamais écrit cette trilogie ou cette série, elle est malheureusement décédée avant, puisqu'elle est décédée assez jeune, à l'âge de 58 ans. Mais elle a fait le préquel, en gros, en 2 tomes. Il me semble que le préquel est fini quand même, avec la Parabole du Summer et la Parabole des Talents, où elle explique comment et pourquoi l'humanité a eu ce projet d'aller dans l'espace. Alors j'ai pas voulu trop me spoiler plus, hein, puisque bon, ça fait déjà beaucoup d'informations quand même sur ce qui va se passer dans le bouquin. Apparemment on parle aussi de religion, puisque Octavia Butler avait l'air de considérer que la religion c'était un outil de contrôle social qu'il était intéressant d'explorer, en tout cas en science-fiction, et que c'était peut-être pas assez fait. Donc en tout cas c'était apparemment son projet avec la Parabole du Summer et la Parabole des Talents, de parler, voilà, de qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec la religion comme outil de contrôle social. Je suis pas sûre que ça se passe très bien dans la Parabole du Summer, mais je vous dirai ça quand je l'aurai lu, et on verra si j'enchaîne sur la Parabole des Talents, mais bon, on fera le point sur tout ça à la fin de l'année. Et pour finir, parlons d'une autrice française contemporaine, puisqu'il s'agit de Katie Stewart, dont j'ai les confessions d'une séancière qui m'a été offerte très gentiment, donc j'aimerais bien le découvrir, surtout que c'est assez intéressant. Katie Stewart, elle est pas vraiment romancière, elle est plus orientée sur des formes courtes comme la nouvelle ou la poésie. Alors j'ai pas du tout ces recueils de poésie, mais ce serait intéressant pour moi aussi à découvrir, je pense. On va voir si j'arrive à mettre la main dessus. D'ailleurs, j'ai aussi une de ces nouvelles qui est parue dans le Carbone numéro 3, donc qui est parue à l'automne, sur
les Amazones, les meufs badass, et j'ai pas encore lu la nouvelle de Katie Stewart, mais je compte bien enchaîner tout ça. Et puisqu'on parle de nouvelles, je pense qu'il est aussi intéressant de mentionner son travail d'anthologiste, puisque Katie Stewart a dirigé notamment 2 numéros de Galaxy consacrés à la science-fiction africaine et au regard des chercheurs sur l'Afrique aujourd'hui. Je pense que ça parle d'afrofuturisme, d'afroféminisme et de choses comme ça. Alors bon, Katie Stewart n'est pas africaine, elle est antillaise, elle le répète d'ailleurs assez souvent, mais je pense que ça doit un petit peu l'énerver d'être noire, donc voilà, tu connais l'Afrique, hein, merci les clichés racistes. Mais quand même, ça a l'air d'être un travail très intéressant qu'elle a fait sur ces 2 numéros, donc si jamais je mets la main dessus, je pense que j'y jetterai un œil aussi. Mais voilà, c'est pas dans la liste des priorités pour le moment. Mais si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'apparemment Confession d'une séancière, c'est une sorte de fix-up. C'est-à-dire que Katie Stewart a récupéré des nouvelles qu'elle avait écrites autour des contes et légendes, etc., mythes antillais qu'elle a pu entendre quand elle était petite et qu'elle a réinventé plus ou moins à sa sauce. Je pense qu'elle a un peu peut-être modernisé ou mis en correspondance avec des interrogations plus contemporaines, parce que j'ai regardé un petit peu, il y a l'air d'avoir des trucs pas tout à fait contes et légendes dedans. Et puis il y a aussi le travail éditorial de Mu qui est assez intéressant, je trouve, justement pour retransmettre ce côté un peu particulier des contes et de la littérature orale qui a inspiré le roman, puisqu'on a apparemment des formules dites par la séancière qui sont mises en page de manière assez intéressante et assez originale. Donc d'une manière générale, je fais assez confiance quand même aux éditions Mu qui ont tendance à découvrir des petites pépites qui ressemblent pas tout à fait à ce qu'on lit tous les jours. Donc voilà, c'est pareil, lui j'ai assez hâte de le lire, donc on verra ça aussi en fin d'année, pareil. Voilà donc les 3 autrices que je suis à peu près sûre de lire quand même en 2019, parce que déjà il y en a un que j'ai commencé et les autres sont globalement plus courts que ce que j'avais mis dans mon challenge en 2018, donc bon, il n'y a pas de raison que j'échoue, mais on ne sait jamais, hein, quand même, rester jusqu'à la fin de l'année sur la chaîne pour voir si j'y arrive. Est-ce que vous avez des bonnes résolutions de lecture en 2019? J'ai vu passer plusieurs vidéos sur le sujet, donc il est tout à fait possible que vous aussi vous en ayez prise. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, et puis moi je vous dis à la prochaine fois, bye bye!